avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 17 septembre 2016. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, puis j'ai pas de raison d'expliquer pourquoi. Cette semaine, ça va être le fun, parce qu'on a un collaborateur... parce que c'est la deuxième semaine, dans le fond, de notre nouvel horaire... comment je dirais ça? Hivernal et printanier, dans le fond, 2016-2017. Notre version 90 minutes à temps plein. My God, c'est incroyable. Et... notre première visite officielle de cette nouvelle saison de Stéphane Goulet. Salut, Mister. Yes, salut, très content d'être là. Yes, il y a aussi Conan Arsenault qui est là, qui va pouvoir nous parler de films, entre autres, mais aussi de nouvelles, bien sûr, de tout ce qui s'y rattache, j'imagine. De tout ce qui s'attache et se détache. Ouais. Hein? Oh, tout ce qui se détache. Ah, ouais, ok. J'ai l'esprit tordu, moi, là. Et à la mise en onde, Mikey G. Je vous sauverai avec ma pelle, gentille demoiselle. Voyons. Excusez, j'ai été pogné avec le thème d'intro. J'étais dedans. Excusez. OK. C'est des choses qui arrivent. Depuis quand t'es trop intense, toi? Je sais bien pas. Je sais pas. Je me suis levé de matin. À matin, c'était de même. Hashtag woke up like this. Oh yeah. Sur ce. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine? Une couple d'affaires. Une couple d'affaires, hein? Pas mal de choses. Pour pas voler la phrase de Simon. Mais non. Là, ça, c'est pas une nouvelle en tant que telle, mais c'est quelque chose que je vais mettre sur la page des geeks juste après l'émission. Et c'est très intéressant. C'est si vous voulez vous transporter sur Mars. Donc, le site 360cities.net nous offre un gigapixel panorama de Curiosity. Okay, donc, oui, c'est vraiment une image ridicule. Il y a 4 milliards de pixels dans cette image. OK. Donc, on va jouer à trouver le martien. Mm-hmm. Puis, ça, on devrait occuper beaucoup de temps comme ça. C'est quand même, je veux dire, aussi impressionnant que ça l'est techniquement. C'est un peu plate à regarder quand même quand tu regardes c'est quoi, mais c'est comme juste des roches puis du sable. Dans un environnement, je veux dire, c'est super loin, tu sais, comme se dire que c'est sur Mars, incroyable. C'est parce que tu regardes une image 360 degrés d'une autre planète. Mais c'est ça. Je l'ai vu cette semaine, moi, puis j'ai été fasciné, mais vraiment, effectivement, quand j'ai regardé ça, tu sais, 360, en regardant tout l'horizon, puis là, j'étais comme super fasciné, très, très lentement, puis le moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ça ressemble juste d'un désert. Mais c'est un autre planète! C'est ça, c'est des vraies couleurs, je veux dire, tout est tellement beau. J'aimerais y passer mes vacances. Avec T'aurais pas de service. Ouais, avec Matt Damon. Si Matt Damon est là pour t'en faire des patates. Effectivement, ouais. À partir de ses excréments. Spoiler. On change tout. Donc, ce qu'on a pour souper, la marde des patates. Ah non, pas encore des patates. Mais c'était ça dans le film pour le vrai, quand même, là. Bon, oui. Mais c'était quoi cette joke-là? En tout cas, peu importe. On en parlera entre les deux pauses. Donc, on va parler de quelque chose de beaucoup plus scientifiquement relevant, n'est-ce pas? Tu sais, quand on parle de... Mettons, tu vas au casino, là, pis là, tu sais, t'as tes petites croyances, pis là, tu vas avoir peut-être une patte de lapin. OK, une petite superstition. Mais tu sais, la patte de lapin chanceuse. J'en ai une, d'ailleurs, une vraie, là, chez moi, oui. Quand je vais à la chasse, je l'ai toujours dans mes poches. Moi, j'ai gardé le reste, c'est un petit peu weird. Oui, c'est vrai. T'as le lapin au complet, mais sans lapin. Ouais, un lapin à 3 pattes, ça porte malheur. Ouais, non, exactement. Enlever le bout de porte-bonheur dessus. Ouais. Non, c'est n'importe quoi. Donc, mais en fait, ok, ben toi tu me dis que c'est drôle que tu me dis ça. On va voir si c'était une vraie patte de lapin chanceuse ou pas. Premièrement, où l'as-tu attrapé ce lapin-là? Je l'ai pris sur la côte nord, je dirais dans le coin de, disons les Escoumins. Dans ce coin-là, c'est la première prise que j'ai eue là à la chasse, et puis j'ai vraiment gardé, fait sécher là soigneusement la patte. Ok, fait que t'as choisi c'est plus serial killer. Oh, oui, vraiment, c'est violent mon affaire. Mais ma question c'est que c'était pas dans un cimetière. Non, c'était pas. Non, très très loin des cimetières.
Donc, déjà là, ça fait pas partie... ça marche pas. OK, qu'est-ce Parce qui qu'il marche pas? fallait que ce soit dans un cimetière. OK, faudrait, peut-être qu'il y avait un vieux cimetière indien dans le coin puis je le savais pas. Amérindien, peut-être. Mais où c'est que tu vas en venir? Ouais. Non, mais c'est parce que c'est la définition de... Parce qu'il faut que ce soit un lapin qui a été tué dans un cimetière, préférablement un vendredi 13, nécessairement. Préférablement vendredi 13, mais sinon pendant la pleine lune ou la nouvelle lune. Donc, il faut aussi que tu coupes le pied vivant le pied du lapin pendant qu'il est vivant. C'est ça. Et là, ça apporte la chance au maximum. Ouais, ça fait des multiplicateurs, ça fait x10, x10, x10. Exactement. Okay, ça, tu stacks ton lock plus. Tu te rends compte que dans les prochaines semaines, là, quand la police va arrêter du monde qui pose des collets sur Saint-Vallier-Ouest, là, ils vont se dire, tu sais qu'on pris cette idée-là, puis ils vont revenir à nous autres. Là. On va voir la péta sur le dos. Si vous avez incité à la haine auprès des animaux. Là. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de lièvres au grand cimetière de Saint-Vallier. Non, effectivement. Ça vient d'où, ce rituel-là? Ben, c'est ça, les racines sont assez, comment dire, assez confuses, comme un peu toutes les croyances comme ça vient, ça mélange de plusieurs choses. Peut-être des druides. Ça vient de l'Europe, mais encore une fois, où en Europe, c'est dur à retracer comme affaire précisément, je veux savoir, est-ce que ça fonctionne avec d'autres animaux? Probablement. Est-ce que ça fonctionne avec... Faudrait essayer. Okay. Mais il y a aussi le fait que il y a certaines personnes qui croient qu'il faut que ça prenne une personne qui louche. Pour le faire? Ouais, qui attrape le lapin. Okay. Parce que lui, il voit mal. J'imagine que c'est une affaire comme lui, il est pas chanceux. Donc, il faut qu'il soit chauve aussi. Si notre ami Strabis, si notre ami atteint de Strabis, pogne un lièvre au lieu d'un lapin, ça compte-tu? Ça doit compter. J'imagine que ça doit compter. Moi, c'était plus un lièvre qu'un lapin, d'ailleurs. Ouais. Ils disent vraiment des rabbits, là. C'est pas des hares qui sont des lièvres. Non, moi, c'est vraiment une patte de lièvre que j'ai, non une patte de lapin. Donc, je me qualifie pas, malheureusement. Non, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une patte de lièvre, chanceux. Celle-là, c'est ton premier kill. Puis non, ça, t'as tout bien fait ton affaire. Merci. C'est une vraie patte legit de lièvre chanceux. Ouais. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne l'ai pas arraché quand la bête était vivante. Et je tiens à préciser que vous écoutez toujours les geeks qui contre-attaquent. On parle d'informatique, d'internet et de légumes aussi. Comment les légumes? Oh oui, parce que les OGM là, c'est mauvais. Ouf, je sais pas que tu parles de quelqu'un. Non, les OGM, OGM. Êtes-vous pour ou contre les OGM? Les légumes OGM. On parle ici des contre là, sont rendus partout. Exemple, les fraises qui se font injecter des gènes de poisson pour pouvoir résister plus au froid. Pour pouvoir respirer dans l'eau. Si on veut être honnête, on peut pas vraiment être contre parce qu'à la minute que tu contrôles l'environnement dans lequel les légumes poussent pour mettons éviter que les insectes les bouffent ou les protéger, ça devient des OGM. Ah oui, je connais pas la définition exacte. C'est des organismes génétiquement modifiés. C'est ça le terme qui ça veut dire. Modifiés, mais ils vont insérer des affaires dans pour protéger des insectes ou des choses comme ça au début. Faire du croisement, dans les premiers croisements génétiques que le père machin là, je ne sais plus de son nom, mais c'est un père qui a commencé à faire le croisement des haricots. Puis c'est lui qui a commencé à faire le déchiffrement de la génétique. Sauf que c'était déjà des organismes génétiquement modifiés. Oui, sauf que OGM en tant que tel, il faut que tu prennes une espèce, un organisme et que tu incorpores des gènes d'un autre organisme. C'est là où vient l'appellation OGM, mais bientôt, on va avoir droit à des légumes CRISPR. Oui! Les légumes CRISPR. CRISPR, c'est une technique génétique qui... c'est la dernière technique génétique au point, c'est vraiment du copier, couper, coller du patrimoine génétique d'une espèce, d'un organisme en tant que tel. Donc, ça reste en famille. Donc, non, mais c'est vrai. C'est pas positif. Et, les CRISPR, ça veut dire qu'on va avoir des barbecues, des sels et vinaigres, puis des... Exactement. Et ça va pas goûter des CRISPR, étrange. Bon, mais c'est ça, les légumes CRISPR, les premiers ont poussé, c'est des choux. En Suède, les Suédois ont fait une récolte de choux super résistants et apparemment qu'ils sont super bons. Puis ça va venir peut-être au Canada. Je sais qu'en Suède, aux États-Unis, c'est accepté. En Allemagne aussi, parce que justement, c'est pas considéré comme des OGM. Ils trouvent ça entre guillemets santé. Au Canada, on est encore un petit peu moumoune sur le sujet. Mais est-ce que c'est quoi les propriétés que mettons que ces choux-là ont? Est-ce que ça, c'est pas mentionné nulle part? C'est juste qu'ils sont super résistants. Ils ont deux bras super musclés, genre. Puis ouais, c'est ça. Des biceps zombies. Là, j'ai tellement hâte de mordre dans un biceps de chou. Nice. C'est rare que le patrimoine génétique d'un chou contienne des biceps. Mais imagine juste du maïs qui peut pousser dans le désert. On pourrait faire ça avec les légumes CRISPR. Température, peut-être aussi qui se conservent un peu plus longtemps. Exactement. Il y a plein de choses. T'as juste à tweaker un peu le matériel génétique puis tu peux faire n'importe quoi. C'est comme des mods de jeu
sauf pour les légumes. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir des modes assez intenses pour que ce soit des plantes qui animent à notre place directement. Très, très possible. Très possible. Qui animent Dans le show à quelques notre place. Ouais. Parce que tu penses que c'est pas déjà des légumes qui le font. Nice. Il va falloir qu'on se trouve des pseudonymes de fruits et légumes là, pendant la... Oui. Ouais, bon, on passe en musique pour tout de suite? Oh oui. Fair On peut enough. bien faire ça. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Numéro 1. Donc, on va y aller avec une demande spéciale de notre collaborateur ici, le Stéphane Goulet. La semaine dernière est sortie sur Netflix la 2e saison de leur très populaire série Narcos. Oui, est-ce que tu l'as écouté un peu? Pas encore. C'est dans ma liste de Excellent, choses à d'ailleurs. écouter. Très, très excellent. Là, écoute ça, c'est vraiment très, très bon. Là. Surtout, réécoute par contre si vous passez tout de suite à la 2e saison. Là, bien sûr, il faut avoir écouté la première. Ok, c'est très, très important. Là, donc, il y a vraiment un lien. Et si ça fait un bout que vous avez écouté la première, réécoutez peut-être au fast-forward très rapidement là, le dernier épisode, simplement pour vous remettre dedans, parce que j'ai trouvé ça un peu difficile là, de rembarquer dans la 2e comme ça. Il y a beaucoup de liens rapides qui se font. Si je comprends bien, c'est vraiment la suite, là. Donc, c'est le fils c'est Pablito Escobar. Non, c'est pas son fils. Non, c'est vraiment lui Ok, là, je qui me continue à remets. faire Je sais des que stepettes. L'acteur qui avait choisi pour le casting de Pablo Escobar dans la première saison, j'ai vu que 3 ou 4 épisodes éparpillés. Mais extraordinaire. Vraiment. Très, Extraordinaire. très bon. D'ailleurs, là, ce qui caractérise le tout, là, c'est vraiment les flashbacks avec du vrai contenu de Pablo Escobar. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise cette série. Oui, c'est ça, quand on voit des extraits de nouvelles, quand on voit des journaux, c'est toutes des vraies coupures, des journaux qu'on voit. Effectivement, vraies photos, Oui. ou vrais bouts, là, dans le Oui, fond, des vraies séquences vidéo. d'archives, tout C'est ça. ça, Donc, c'est vraiment c'est bien. vrai que c'est très intéressant pour ça. ça a pour une fois une série biographique a une valeur historique ajoutée. Souvent ils vont prendre des libertés assez lousses là, sur le sujet d'origine. Là. On pense à plein de films qui ont sorti récemment sur les histoires vécues de personnages, parce que c'est pas vraiment ça qui est arrivé, mais bon. On pense à Plus récemment peut-être Sully et Snowden, là, qui selon ouais. selon les gens qui connaissent la véritable histoire, c'est très 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 romancé. Donc c'est basé sur des faits vécus plutôt que les faits vécus. Et en dans un film. plus, Narco, c'est comme Dora pour les adultes. Parce qu'on apprend l'espagnol. Oui, donc ça peut être tannant pour certaines personnes, là. C'est parce que c'est 80% d'espagnol, mais tout sous-titré, bien sûr. C'est là. ça. C'est sûr que ce genre d'espagnol-là pourrait peut-être te mettre dans le trouble à l'aéroport. la cocaïna es en el téléphone. Oups, Donc, Narcos. On va vous faire donc jouer pour célébrer la 2e saison de Narcos. Et pour ceux qui l'ont pas vu, découvrez ça sur Netflix. C'est assez sensationnel. Donc, écoutons donc de Rodrigo Amarante le thème sonore de Narcos sur les ondes des geeks contre-attaque.
de la série Narcos sur Netflix, performé par Rodrigo Amarante. Tellement bon. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Donc, on poursuit avec des nouvelles de tout acabit. De tout acabit. De tout acabit. Parce qu'on a commencé avec une structure très solide, puis là, je veux un peu qu'on s'évade, là. Ouais, là, c'était trop... Parce qu'au début, c'était trop tight, c'était trop rigoureux, trop professionnel, là. La patte Je veux de qu'on soit lapin, un peu j'avoue plus... que Non, mais c'est c'est ça, cool. on était dans le... Ça n'a pas rapport. Hein. C'est ça. Non, c'est ça. On était dedans. On était dans le journalisme d'enquête très crédible. Donc, maintenant, on va y aller avec... avec un peu des nouvelles, d'un peu partout. On va y aller pour une nouvelle locale. Donc, en Turquie... Merci. Si je vous dis, les gars... C'est un quartier de Québec, ça, c'est ça? Ouais, exactement. Québec. Si je vous dis... la province Anatole en Turquie, si ça vous dit quelque chose, ça me dit rien avant que... Tu sais, je vous dis, voilà, et le fameux site archéologique de Alasakoyuku. À la oui, bien sûr. Oui. J'ai acheté un t-shirt de ça. Toi aussi, t'es allé, je suis comme, I just got this lousy t-shirt. Ben, 3 fois. Ouais. Après une fois, j'aurais dû dire, j'y retourné. Ben, En tout cas, peut-être que là, tu vas retourner une 4e fois parce qu'ils ont trouvé quand même quelque chose d'assez intéressant. Ils ont trouvé un passage secret, dans le fond, qui était comme caché des éboulements. C'est un passage de 3300 ans. Et, dans ce passage-là, ils ont trouvé un squelette d'un Hittite, et non pas d'un hippie, mais d'un Hittite. Donc, c'est le passage est vraiment là, c'est pas grand chose. Si on veut, c'est vraiment comme une petite allée à travers des pierres tassées. Mais il y avait quand même pas loin de ce passage-là des villages et tout ça. Donc, on peut faire une bonne petite shot d'archéologie knowledge plus 1 de la gang des Hittites justement en Turquie, parce que c'est quand même une grosse découverte pour ce gang-là. Enfin, on vient de découvrir qu'un gars, il a eu une mort horrible enterrée dans un passage qui s'est écroulé. Ça, c'est un peu triste. J'avoue que c'est triste. Lui, il était juste sorti le soir pour aller chercher des œufs. Aller s'en smoker une. Voilà. Dans le fond, là, paf, voilà. ça y tombe dessus. Dans le corridor. Non. Voilà. Donc, mes respects. Ils ont, de ce que je peux voir dans l'article, ils ont pas nommé la personne, il n'y avait pas ses papiers sur lui. Donc, pas de name tag, rien. Non. On va rester dans les nouvelles locales. Oui. En Bulgarie, cette fois-ci. Yes. OK. Écoute. Oui. Tu m'as fait penser... J'essaie de voler un vélo, là-bas. Ah oui? Une fois, oui. C'est plate. Tout à fait. Ben, peut-être dans la grotte de Mauville, ton vélo. Il est peut-être dans la grotte de Mauville. OK. La grotte de Mauville, c'est tout simplement un environnement scellé. Je crois, c'est incroyable. Depuis 5 millions d'années, il y a aucune lumière qui est allée là depuis 5 millions d'années et il y a de la vie qui grouille là-dedans. Oh. L'oxygène est 2 fois moins présente. L'azote et le bicarbonate de soude, oui. Le dioxyde de carbone. Le bicarbonate de soude, on a fait lever les pins, ça fait 5 millions que les pins lèvent dans cette place-là. En tout cas, c'est 2 fois plus Ça contenu sent le dans frigidaire, l'air. j'imagine. Ça sent le frigidaire là-dedans. Ça devait-tu, mais c'est ça, les vapeurs étaient très toxiques. Je pense quand ils ont ouvert la place. Oui, c'est poison, là. C'est poison pour l'humain. Et, OK. Mais il y a quand même des plantes. il y a pas de plantes à proprement parler. Il y a du lichen, mais il y a des animaux, des insectes, mon des gars, insectes là. qui sont là. Des insectes qui sont des visions d'horreur. Simon serait heureux comme un pape dans cette grotte-là. Il y a ils appellent ça des pseudo-scorpions, des araignées, des créatures, mais aucune pigmentation, parce que t'as pas besoin y a pas de soleil, pigmentation et ils ont pas de yeux. Tout ce qu'ils ont, c'est des antennes, puis des moustaches, puis des espèces de feelers pour se déplacer. Ouais. Parce que, et ça a été, c'est une nouvelle quand même assez récente, ça a été découvert en 1989. Mais c'est tout récent. Non, c'est tout récent et c'est tout local, mais je voulais tellement vous en parler parce Mais que je regarde ça. S'il avait trouvé des fruits et des légumes là-dedans, il aurait pu ouvrir un jardin mobile. Mais la vraie question, là, Oui. c'est qu'est-ce que ça goûte? Du pseudo-scorpion? Ouais. Ça... Je suis sûr qu'il y a au moins un riche excentrique qui est arrivé comme, je vais en prendre un panier, tu sais, puis ses effets de frire, puis tout.
Sûrement. Faudrait trouver ça. Tu sais que ça sort, cette question-là. Hey! C'est Donc, vrai, t'as-tu faim, c'est la vraie Conan? c'est la vraie question. As-tu faim, Conan? C'est-tu à cause qu'on fait une chronique en vrac que tu veux tout manger les sujets de nos nouvelles? Je sais pas, peut-être parce qu'il y a des gommis qui sont ici, là, qui oui, m'ont... c'est vrai. ça, il y a- ouais, il te- subconsciemment, Stéphane parle, Goulet il qui a te fait des parle. gommis en forme de référence geek, là. Je vois un casque de Stormtrooper, je vois... Il y a des Lego, il y a des boutons de... il y a un X-Wing. Oui, il y a un X-Wing aussi, Oh. oui. Donc, j'ai trouvé des moules un petit peu partout, puis j'ai décidé de me faire des gummies pour vous autres, là, Ok. pour vous Hey, les amener. Ben, avant de goûter le Ben- gummies de X-Wing, je pense qu'on a un nouveau type de chronique que je veux qu'on passe le thème. Oui, t'as une minute, là. Calique, je suis en train de... Caroline de Bin. Il est où? Je sais pas. Ah, ok, bon. c'est chronique culinaire, fait que peut-être Ah, on cherche vous ça avez dans fait un culinaire. thème culinaire. On Ben oui, non. parce qu'on mange souvent des choses C'est en vrai, ondes, c'est on a une fait très un... bonne idée. Oui. En espérant Puis, que ce soit moins horrible que la dernière chronique culinaire qu'on avait fait. Ah En tout oui, cas, avec celle le que j'ai genre de participé, le le durian. fruit, Le le durian, durian. Ça, le durian, je me rappelle encore de ta figure, Eric. C'était vraiment merveilleux. C'est Comme, indisponible pour oh, le ok. moment. Indisponible pour le moment. Bon, ben, on travaillait à la récupérer, puis on va vous faire jouer ça. d'ici, là. Chronique culinaire. Ouais. Culinaire. Ben, c'est que la référence au seul jeu vidéo qui a été populaire qui fait référence à la bouffe. Burger Time? Ben oui. On va jouer ça, mais qu'on le trouve. Donc, ma transition est comme complètement C'est- scrap. c'est- As-tu une autre Ben, nouvelle? Oui, j'ai une autre nouvelle. Tu sais, là, quand on dit... avec une infinité de temps, 1000 chimpanzés devant 1000 machines À écrire pour éventuellement écrire Shakespeare. Right. Ce qui est quelque chose de stupidement improbable, parce que si tu mets ça dans une pièce de garantie que de boîte en 1000 ans, Il n'y a non. pas grand-chose qui va sortir. Parce que de le ça. monde réalise pas C'est clair. exponentiellement si tu fais à la puissance 26 un mot de 6 lettres. Faut juste pour que le mot soit prononçable, ça n'a aucun bon sens le chiffre que ça atteint. Si on parle d'un livre, vrai. À la puissance 26, c'est un chiffre qui existe peut-être pas Non, encore. c'est que ce soit arrivé par hasard par des C'est peu éléments probable. qui... Mais Mais une paire de singes à l'université de Stanford se sont rapprochés de ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont mis à l'écran des lettres, et puis ça, ils ont mis des électrodes dans les dans le singe, la partie qui contrôle la main et le bras, et donc ils lui font choisir les lettres, et puis c'est comme si une espèce de remote. Il contrôle la distance un peu, si on veut, le singe. Avec une manette. Ben, c'est pas tout à fait Non, ça, ok. mais sauf que c'est parce qu'il y a un choix de lettres, évidemment. Tu sais, il y a pas, je vois qu'il y a un petit clavier qui est sur un écran, là, puis le chien choisi. Mais donc, voilà, le singe, ils ont quand même, ça, il y avait, dans le fond, ils se sont basés sur l'input visuel de où le singe regardait, et après ça, avec c'est ça là, un paquet là, vraiment de neurones et d'électrodes, ils ont réussi à faire en sorte que le singe écrit une phrase, puis écrit to be or not to be. This is the question. Donc, Oh, OK. Donc, il a écrit vraiment ça Oui. par lui-même. ben, je veux dire, ils ont forcé façon scientifiquement un dirigée. singe à écrire une phrase qui fait du sens. c'est exactement ça. On est rendu là. On est vraiment là. On est Dans le rendu fond, en là. 2016, on a réussi à faire écrire un singe. C'est quand même bien. En le forçant avec des électrodes. Donc, c'est aux choses plus joviales. Oui. Oui, j'ai quelque chose de très jovial. Moi, j'aime beaucoup les robots. Oui. Si, évidemment, quelqu'un qu'on parle de l'apocalypse des robots, hein, c'est toujours pas le fun. Mais là, je parle d'un petit robot qui, j'essaie de trouver son nom ici. C'est dans le port, c'est le Aquasmart XL. C'est dans le port de Rotterdam, et non Ok. pas d'Amsterdam. Donc, c'est un petit robot ici qui a l'air un peu d'une balayeuse ou qui a l'air d'un de mini bateau. Une personne d'un petit pédalo. Ouais, ça ressemble vraiment à un pédalo, mais en mini petit, pédalo. ouais. Et puis lui, il se promène et puis il filtre l'eau et il nettoie justement là, il va ramasser toutes les affaires de plastique, des affaires comme ça. Donc, c'est un petit... c'est comme un Un petit Wall-E, c'est mais un sur... ça, j'allais dire Wall-E, c'est c'est lui un qui cherchait. Roomba, c'est un Roomba pour l'océan. Ouais. Yeah. Ou un Wall-E, un vrai Wall-E, dans le fond. Il est Ouais, moins c'est ça. cute, par exemple. Ouais, Il est un Ouais. petit peu, il est un petit peu moins Ouais. cute.
C'est vrai qu'il est pas très cute. Pendant que tu parles de robots, ma copine m'a présenté dernièrement, m'a montré sur Internet une véritable compagnie qui agit dans l'électronique et qui s'appelle Skynet. Pour le vrai. Je savais pas que ça existait. J'étais vraiment comme stunté raide. J'étais là, voyons. Se sont inspirés du film ou ça existait avant? J'ai pas eu le temps de faire de recherche, mais dans le fond, si on était avant 97, j'aurais peur. Mais là, j'ai pas peur parce que je me dis on est passé 97. T'as juste une compagnie qui essaie de faire des parachutes avec un filet, puis ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Fait qu'ils ont des... ça se peut aussi. Skynet. Ouais, c'est ça, c'est juste pour être super efficace. OK, hey. Non, mais c'est Skynet. Mais oui, moi, j'ai eu peur, honnêtement, quand j'ai vu ça. Oui, ça existe. Skynet existe. C'est ce que je suis dans le monde de Terminator, puis que finalement, je vais être... Je m'appelle pas John Connor, donc j'avais peur un peu. Un John Connor. Possiblement, j'espère. En tout cas, si j'ai un enfant, je l'appelle comme ça. John Connor Goulet, ce serait bien. Non, pardon, je m'excuse. Je pense qu'on est rendu au temps de la pause. Ça, donc on va faire ça, Ouais, on va faire une petite pause. On va se laisser. Puis là, on va avoir avec une belle chronique jeux vidéo avec Stéphane, puis on va parler de films par la suite avec Conan. Donc, restez avec nous autres parce que... Pourquoi Alors, attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission Les Geeks contre-attaque et je sonne beaucoup trop suave soudainement. Parce qu'on a joué un petit peu de musique latino, là. Ça m'a comme ça m'a inspiré, ouais. Donc, Stéphane? Yes! Allons-y avec ta chronique, Mikey, s'il te plaît. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Et voilà. Donc, t'es rendu avec ton thème, c'est fun. Ça sonne d'aplomb, j'aime ça. Merci beaucoup en passant. Je vais vous parler de 2 sujets aujourd'hui. Premier sujet, Pokémon Go Plus. C'est quelque chose qui est sorti hier. C'est un petit bidule qui se vend, dans le fond, qui est très très rare là ces temps-ci à trouver parce qu'il y a vraiment eu une genre de comment je pourrais dire, ça c'est trop populaire, là, vraiment trop populaire. J'ai réussi à mettre la main sur 4 de ces bidules. Donc d'ailleurs, je pourrais peut-être éventuellement en faire tirer là au niveau du site internet d'Arcade Québec, mais peu importe. Donc c'est un bidule qui s'appelle, comme je vous l'ai dit tantôt, Pokémon Go Plus. Donc c'est vraiment, ça prend bien sûr Pokémon Go pour pouvoir jouer avec ce bidule. Donc c'est à première vraiment... vue, ça ressemble à un genre de, tu sais, les porte-clés avec un wire que tu peux, une corde que ta clé, à première vue, c'est ça. Donc je vous laisse le manipuler légèrement en studio. Vous allez tout de suite. Donc c'est vraiment une montre et c'est aussi une, donc ça peut se porter en termes de, comme une montre, comme un bracelet, mais ça peut se porter aussi comme une genre de clip là, qu'on met sur notre linge. Là. D'ailleurs la clip est très très cheap là, donc elle ne clippe pas nécessairement, donc vraiment j'y ferais pas trop confiance. Ok. Le bidule coûte entre 40 et 50 $, dépendamment de l'endroit où vous le trouvez. Ça sert à jouer à Pokémon d'une façon différente. Donc, tout le monde connaît un peu Pokémon Go, donc vraiment le but c'est d'aller chercher les Pokémon et tout ça. Donc, si tu as déjà un Pokémon dans ton Pokédex, donc il faut vraiment que tu aies déjà trouvé au moins une fois le Pokémon, le bidule en question va reconnaître un Pokémon qui est près de toi, bien sûr quand l'application est allumée, et va vibrer. Ça vibre et ça n'émet pas de son par contre, ça fait seulement vibrer, il y a une petite lumière sur le dessus et ce que ça fait c'est quand tu appuies sur le bouton, donc il y a seulement un petit bouton là, en plein centre, on appuie et ça va tirer une balle automatiquement au Pokémon.
Tu gaspilles une balle et ça va ramasser automatiquement le Pokémon. Donc, t'as pas l'opération à faire là, de cliquer sur le Pokémon et de tirer la balle, tout ça pour le ramasser. Tu le ramasses ou non. Tu le ramasses ou tu peux le manquer aussi. Ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça tire une seule balle et si ça le manque, c'est fini. T'as manqué ton Pokémon simplement, il s'est sauvé. Certaines personnes, moi je l'ai essayé, j'avais quand même un très bon taux de réussite, je veux dire au niveau du Pokémon là, quand je lançais ma balle, donc quand j'appuyais sur le bouton. Par contre, certaines personnes sur Internet depuis, c'est sorti hier le 16, là, certaines personnes disent que eux ont manqué à peu près 70% de leur Pokémon en utilisant le tout. Moi, c'est pas ce que j'ai constaté, là, je vous dirais, j'ai plus manqué autour de peut-être 30 ou 40% des Pokémon, donc j'ai quand même une meilleure, dans le fond c'est le contraire d'eux autres là, que ce que je peux constater pour l'instant. J'en ai prêté à plusieurs de mes amis là, pour qu'ils puissent les essayer, pour qu'ils puissent me revenir justement avec peut-être leur constatation, parce que dans le fond, moi, je suis pas un très gros joueur là, au niveau de Pokémon. Ce que j'ai constaté en premier, c'est que je pensais que le bidule, tu sais, pour coûter 50$, je pensais qu'il était, disons, un petit peu moins cheap, entre guillemets, en termes de hardware. Il y avait 3 pitons, maintenant il y a juste un piton. Bon, premièrement, il y a juste un bouton, c'est une petite machine Bluetooth. Même nombre de pitons qu'une manette d'Atari. Mais quand même. Ouais, c'est ça. Donc, ça a une batterie de montre à l'intérieur. Ça m'a vraiment déçu. Moi, je pensais que c'était peut-être quelque chose qui pouvait se recharger USB ou mini USB ou micro USB ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une batterie de montre qui est à l'intérieur. Donc, ça, déjà là, c'est décevant un petit peu, tu sais, au sens où on sait pas l'autonomie que ça peut avoir. Par contre, elle est déjà chargée, là, tu sais, veut dire, elle est déjà dedans, là, déjà, au moins, c'est moins pire. Le bidule est quand même difficile à synchroniser avec le téléphone. C'est qu'au début, il y a 2 opérations à faire, puis c'est un peu mal expliqué là, dans la documentation. Donc, tu dois le synchroniser avec ton téléphone cellulaire. Il faut que ton téléphone soit relativement récent. Première chose. Deuxième chose, tu dois le synchroniser aussi dans le jeu. Donc, c'est pas seulement de le synchroniser avec ton téléphone, mais c'est de le synchroniser aussi dans le jeu. Donc, d'aller vraiment... Quand la première synchronisation est faite au niveau du téléphone Bluetooth, après ça, il faut entrer dans le jeu et dire au jeu, là, j'ai ce bidule-là, et là, il est activé. Quand c'est fait, après coup, ça fonctionne relativement bien. Par contre, pensez pas passer à côté, exemple, d'un Pokémon, puis que l'appareil là, le voit automatiquement. Ça prend quand même quelques secondes avant qu'il voit. Donc, vous le voyez apparaître sur votre téléphone cellulaire, le Pokémon. Et là, après coup, peut-être quelques secondes après, même 10, 15 secondes après, là, votre bidule va shaker. Là, puis là, vous pouvez appuyer pour justement là, que l'opération se fasse seule. Là où ça devient intéressant, c'est au niveau des Pokéstop. Donc, quand vous passez à côté d'un Pokéstop, il va le reconnaître aussi, ça va vibrer, et à ce moment-là, vous appuyez, et le Pokéstop se vide de façon automatique. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais, grosso modo, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut véritablement 50$? Ça sauve pas tant d'opérations que ça. Bon. Le jeu, beaucoup de personnes pensaient aussi que c'est un podomètre. Moi, j'ai pas vu d'option de podomètre là-dessus, là, pour l'instant. Donc, j'ai rien vu. Dans le fond, par contre, le jeu lui-même est un genre de podomètre. Ouais, c'est ça. Il y a déjà ça dans le jeu, mais je veux dire... Mais lui-même, l'appareil, en tout cas, m'a pas rien donné là, en termes de podomètre. Peut-être que ça s'en vient éventuellement dans certains updates, là. Si vous êtes un gros joueur de Pokémon, moi, je le recommande. Si vous jouez toujours à Pokémon, là, depuis sa sortie, puis que vous êtes rendu, exemple, niveau pratiquement 25-30, là, je le recommande vraiment parce que vous allez sauver vraiment l'opération de toujours tirer vos balles et tout ça. Donc, aussitôt que vous l'avez dans votre Pokédex, là, vous allez ramasser. Plus que 50%? Ben, je sais pas, encore une fois. Moi, j'ai pas vu, j'en ai pas manqué tant que ça. Fait qu'honnêtement, je trouve que c'est quand même efficace. Par contre, si vous êtes un joueur plus casual comme moi au niveau de Pokémon, je le recommande pas. Je veux dire, c'est beaucoup trop cher pour la qualité du device. Par contre, il y a quelque chose de geek là-dedans qui est vraiment bien. C'est qu'on peut le porter. Donc, c'est un peu du geek hardware, là. Donc, ça se porte vraiment sur le vêtement pour montrer, regardez, moi, je joue à Pokémon. Je suis un joueur de Pokémon. D'ailleurs, ma copine quelque chose fait, que vous pensez qu'en faire la pub peut améliorer votre statut social. C'est ça. Ben, ma copine le fait. Dans le fond, l'autre bord, t'as le truc de Starfleet. Ouais, ben, ça peut être ça un peu. Ça ressemble d'ailleurs à un peu donc, le bidule, bon, c'est ça. C'est un peu le review du bidule que j'avais pour faire aujourd'hui, là, avec vous. C'est vraiment, puis essayez pas d'en trouver un. Je veux dire, c'est véritablement, là, pratiquement impossible d'en trouver. Moi, j'ai vraiment eu, c'est ça. Moi, je suis vraiment un sale, là. Donc, j'en ai acheté 4 d'une shot. Par contre, c'est vraiment, c'est très difficile à trouver pour l'instant. Donc, j'imagine, là, que d'ici les fêtes, là, ça va être peut-être un peu plus accessible. Il va y avoir le Pokémon Go++ ou quelque chose du genre. Ben, possiblement, quand il y aura des updates, là, peut-être que bien sûr, ils vont nous sortir d'autres bidules là, pour s'assurer là, de nous parce que la batterie, moi, je pense que c'est ça qui va tuer le produit, parce que si ça vibre en plus, il me semble que... Ça peut passer une batterie de montre assez vite, là. Ah oui, ouais, mais j'ai l'impression que c'est une grosse batterie de montre, par contre. C'est pas les tout petites, là, c'est vraiment un petit peu plus grosse. Ça vide un cellulaire en 2 secondes. Ouais, non, effectivement, donc c'est très possible que ça ait pas une grosse durée de vie. Par contre, c'est très facile de la changer, là. Je l'ai ouvert moi-même, là, puis c'est vraiment très simple. On a le petit bracelet qui vient avec, qui aussi peut être utilisé, là, donc je veux dire, il est quand même fashion, là, vous le voyez, là, il y a pas de... Bon. Est-il vraiment fashion? Je sais pas, je le trouve quand même cool. Si j'étais, disons, un gros joueur, je le porterais probablement, là.
Je sais pas. J'essaie de le vendre. J'ai l'impression que ça marcherait mieux avec une pin que au poignet. Visuellement, là, visuellement, oui. Par contre, tu sais, moi, je viens de payer 200$ pour en acheter 4, là. Fait que c'est pour ça que j'essaie de me convaincre que c'est bien. Non, mais c'est quand même un gadget intéressant pour les joueurs. Je me considère comme justement un joueur régulier de Pokémon Go, même si j'ai pas de cellulaire moi-même, mais je joue quand même 3-4 fois par semaine, certains coups de 2-3 heures parfois. Okay. Et avec la review que tu viens de me faire, Stéphane, avec le prix que c'est, 50$, avec une pile de montres, j'ai juste un commentaire à faire là-dessus. Moi, ma review, c'est ça. C'est quand même 10$ de moins que No Man's Sky. Cheap shot. Ben plus que 10$ de moins. Ouais, non, c'est vrai. Ben, je vous dirais une chose. Si, oui, effectivement, le 50$, c'est le prix d'écrémage, c'est clair, ok? Ça a vraiment pas de sens d'acheter ça 50$. D'un autre côté, si vous réussissez, exemple, à le gagner quelque part pour gratuit, ça peut être un device intéressant. Si un jour il se met à baisser de prix, puis dans quelques mois, vous le trouvez à quelque chose comme 20$, vous êtes encore un gros joueur, je pense que ça peut véritablement valoir la peine. Mais vous avez raison, pour 50$, c'est un peu... À moins que c'était allergique à l'encre rouge, puis les 50$ vous brûlent des mains, là, j'imagine. Ben, c'est ce qui m'arrive, moi, régulièrement, malheureusement, quand on parle de jeux vidéo. Pour ceux qui voudraient voir la machine, on a fait un petit unboxing, entre guillemets, là, très rapide, là, sur Twitch hier, sur le Twitch de Arcade Québec, donc c'est twitch.tv/arcadeqc. Allez voir, ça va être aussi disponible sur la page YouTube, là, probablement ce soir. Donc, mais vous pouvez simplement, bon, en tout cas, comme je vous dis, c'est bien, mais il faut vraiment être un très très gros joueur. Yes, ok. Ben, hey, parlant aussi de sortie de jeu, la semaine prochaine, je vais vous en parler de façon plus exhaustive. Mais est sorti cette semaine NHL 2017. Puis je sais que pour les fans des gamers du Québec, c'est un jeu qui a quand même un attrait annuel. Puis tu nous fais tout le temps une review annuelle. Même si je joue jamais à ça, je l'attends tout le temps. Ben, c'est ça. Ben là, je l'ai exploré un peu cette semaine, mais je vais vous en parler plus en détail la semaine prochaine. Premier aperçu, on est sur la PS4, puis il y a encore du loading des menus, même offline. Ça, c'est difficile. Ça, c'est pesant. Mais pour le reste, je vais vous parler, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, dont la relocation d'une équipe. Et ça avait été parlé beaucoup pendant le prélude du jeu parce que tu peux relocaliser une équipe à Québec, mais à d'autres villes aussi. Tu peux ramener les Whalers de Hartford ou tu peux retourner une équipe à Atlanta parce que jamais 203. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. C'est pas tout à fait nouveau, ça, parce que ça s'était déjà fait, je pense, dans mettons 2014, je pense, ou 2013, il y avait déjà cette possibilité-là. Ça se peut-tu? Non, si tu pouvais créer une équipe, tu pouvais la substituer avec une équipe existante. Là, tu fais ton logo tout ça. Mais ça remonte plus au NHL de mi-2000, 2004, 2005, 2006. Je trouve ça bizarre, tu sais, qu'à un moment donné, ils ont comme perdu la fonctionnalité, puis la remettre comme c'est constant dans les années, je pourrais t'en parler des heures. Je dirais juste que là, la fonctionnalité est intégrée à l'intérieur du mode franchise qui, pendant que t'es rendu, peut-être, à la 7 ou 8e saison, puis le budget de ta franchise va pas bien, ou t'es pas capable d'avoir de spectateurs parce que l'équipe gagne pas, mais là, tu peux demander à ton propriétaire de relocaliser l'équipe. Et il y a un processus de relocation. Il y a des villes qui sont intéressées à ton équipe ou pas. C'est devenu un feature du jeu plutôt qu'une option comme mis de côté. Ils ont rajouté ça à l'intérieur de la mécanique du mode franchise du jeu. Donc, mais il y a aussi beaucoup d'additions, des choses qui sont revenues des dernières années dans les modes online, les différents modes online du jeu. Donc, je vous en reparle la semaine prochaine. Je vais mettre un peu plus d'heures dedans, puis je vous en jase. Est-ce qu'on peut faire saigner Wayne Gretzky de la tête comme au Genesis? Au Genesis, oui, on s'était au 91. Quelque chose du genre. Ça faisait longtemps un petit peu, ouais. Gretzky pas dans le jeu, puis ils ont pas de sang. Donc, on va y aller en musique? On y va en musique. La chanson de la semaine 2! Et je profite de la demi-heure accordée à Stéphane pour y aller maintenant avec notre pièce hebdomadaire de OC Remix. Donc, la semaine dernière, plus précisément, pendant l'émission des Geeks Contre-Attaque de la semaine dernière, le 12, est sorti sur le site d'OC Remix un remix d'un jeu. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de remix de ce jeu-là sur le site. Je vous rappelais qu'OC Remix avait fêté son 15e anniversaire l'an dernier ou l'année d'avant. Et ça faisait 10 ans que personne n'avait remixé ce jeu-là. Et c'est un jeu de la série des Mario qui est un peu moins populaire et un peu plus niche pour ceux qui ont joué à l'époque. Vous vous souvenez-tu de Mario Paint? J'ai tellement tué de mouches. Oui. Ce jeu-là. Il y a moyen de faire des choses tripantes en musique que Mario Paint. C'était, pour quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur, c'était quand même quelque chose de le fun pour faire du dessin. Dans le fond, c'est un genre de MS Paint pour les gamers de console. Aussi, tu pouvais faire de la musique, il y avait un petit jeu à l'intérieur pour faire tuer des mouches avec des tapettes à mouches et tout ça.
Donc, c'est un jeu qui était quand même le fun, qui était quand même un genre d'outil trippant pour les très très jeunes, pour colorier des images, se créer une petite musique de fond, puis tout ça. Il était vraiment trippant le jeu. Et on a un remix qui est sorti cette semaine de ce jeu-là. Donc, c'est d'un nouveau remixeur qui s'appelle Dabedab. Dabedab, avec 2 A à la fin. Donc, ça s'appelle Picking Colors. Et c'est un remix Bluegrass. Oh yeah! de Mario Payne. Donc, Picking Colors sur les ondes des Geeks Contre-Attaque. On vous revient tout de suite après. Hey! Et on vient d'écouter la reprise Bluegrass de Mario Payne, c'est-à-dire Pickin' Colors. Ça, c'est du remixeur Dabedab. Et c'est disponible sur gratuitement, dans le fond, là, à votre guise, en la qualité que vous voulez, sur le site Overclock Remix. Yes. Okay. Donc, la deuxième partie de ta chronique, Monsieur Goulet. Je vais vous parler de For Honor. Ah, ben ça, c'est... Chronique jeux vidéo! Alors, donc, For Honor. Explique-moi en quoi ce jeu-là est digne de mention tout d'abord. Parfait. Ça a été présenté pour la première fois au E3 2015, donc pas le dernier E3, celui d'avant, dans la conférence de Ubisoft. Donc c'est Ubisoft Montréal qui le développe. Déjà là, c'est digne de mention seulement pour ça. Oui. Il faut parler des Québécois qui développent des jeux, c'est très important. Oui. La première présentation qui nous avait été faite, c'est vraiment un jeu de combat médiéval, ok, où on peut incarner soit un chevalier, soit un samouraï ou soit un viking. Okay. Donc on peut jouer 3 factions là vraiment différentes et ces 3
factions-là ont vraiment un type de gameplay différent. Donc, c'est vraiment un hack and slash, mais très, très lent. Donc, le fameux hack and slash, d'habitude, on appuie sur des boutons là, très, très rapidement. Là, ça frappe. Les Dynasty Warriors de ce monde. Bon, c'est ça, exactement. Non. Ça fait... c'est vraiment un hack and slash, mais imaginez un hack and slash technique. Donc, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça fait beaucoup penser, je dirais, vraiment, un mélange, mettons, de Dynasty Warrior, mais il mettait là très, très lent, un peu à la Dark Souls. Je sais que l'esthétique ressemble beaucoup à Dark Souls. Puis l'esthétique, pendant que t'en parles, là, j'ai halluciné. Là, donc, quand j'ai vu là, vraiment les graphiques que ça pouvait nous donner. C'est un jeu de type arena, vraiment des duels. T'affrontes. Ben, il y a une possibilité de jouer en duel. Ben, c'est sûr que là, pour l'instant, moi, j'ai joué au alpha, donc j'ai réussi à trouver une clé, à entrer. Dans tout cas, il fallait s'inscrire et tout ça. Il fallait faire beaucoup de choses. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur un alpha. D'ailleurs, ok, je prends pas le crédit, c'est un de mes amis qui m'a envoyé un lien. Là. Donc, c'est le alpha du jeu qui est enfin sorti cette semaine pour le public. Exactement. Donc, du 15 au 18, il est possible de jouer au alpha. Donc, on a mis la main sur des clés. On a pu jouer sur Xbox One et sur PC. Donc, on a eu deux accès différents. C'est vraiment très très bien. Dans l'alpha, c'est sûr que là, on est très très limité là, parce que bon, on peut faire quelques combats seulement. Donc, il y a deux phases là dans le fond alpha. La première phase, c'est vraiment on nous explique comment jouer. Donc, le tutorial que j'imagine va rester dans le jeu. Là. Et on a après coup là vraiment du 2 contre 2. Donc, on peut jouer une personne contre deux personnes contre deux personnes, 4 personnes contre 4 personnes et simplement du 1 contre 1. Donc, là, c'est vraiment l'option duel comme tu parles. Oui. Il y a toujours donc dans ce qu'on a dans l'alpha présentement, c'est seulement du contrôle de zone. Donc, on a exemple le point A, le point B et le point C qui sont dans une map là, quand même pas trop grande et on doit aller contrôler la zone en tuant les autres joueurs et il y a une multitude de bots aussi qui sont là, des genres de petits combattants là, qui sont pas des héros entre guillemets là. J'ai imaginé les bots dans Mario là. Non, ben c'est un peu c'est ça. C'est ça. Donc des petits personnages de contrôler par l'ordi. Les Curibauchou. C'est ça, le nom? Oui, c'est ça. Donc, ne voyez pas une botte au sens large du terme. Donc, il y a, donc le but, c'est vraiment ça. Dans le alpha, on n'a que ça. Ubisoft a déjà annoncé que quand le jeu va sortir, là, le 14 février 2017, donc, à la Saint-Valentin. Donc, achetez un bon jeu à votre blonde et allez frapper des méchants. Donc, plutôt tout le monde qui n'a pas de blonde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, moi, peut-être que je vais l'acheter cette journée-là puis que je vais jouer avec ma blonde, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, il y a c'est vraiment il y aura un bout histoire pour chacune des trois factions, mais on pense que ça va être un bout là, très très rapide au niveau de l'histoire, peut-être plus justement du type là, apprendre à jouer, tutorial et autres, là, peut-être 1 heure et demie, 2 heures là, de gameplay par faction. Par contre, mais le jeu est pas dirigé vers là, c'est vraiment un player versus player, ça se veut comme ça, donc vraiment, et c'est très très difficile. En tout cas, moi là, au niveau concentration, j'ai beaucoup de misère. J'ai joué contre l'ordinateur qui lui contrôlait les héros et j'ai joué aussi contre des joueurs et je peux vous dire une chose, c'est vraiment prenant là, c'est fluide, c'est vraiment bien. C'est très beau effectivement. C'est là, excessivement beau. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur YouTube et puis c'est vrai que c'est très beau à voir, mais ça a le bordel dans le sens qu'il y a des gens qui t'arrivent de n'importe où, que tu te bats avec quelqu'un. Boum! Il y a 2 personnes qui te flanquent sur le côté, c'est intéressant de voir un jeu à grand déploiement qui exploite, mettons, un mode de combat qui est pas à distance. La plupart des jeux comme ça, d'arena, de combat en online contre des joueurs, c'est avec des guns, avec des fusils, avec des mitraillettes, des super pouvoirs, des rayons laser. Là, c'est comme... Faut que tu t'amènes vers le gars, bam! 1 contre 1, ça se joue bien. Mais aussitôt que là, il y a un autre joueur qui arrive, là, vraiment 2 contre 1, faut vraiment être une machine pour réussir à manœuvre d'évitement et défense. Et c'est pas, la manœuvre d'évitement peut pas se faire, là, un peu à la, je sais pas, Splinter Cell, là, où tu te mets à rouler sur le côté, puis finalement tu fais 1 kilomètre en roulant sur le côté. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai vu un petit gif tantôt de quelqu'un qui était sur le rebord, il y avait 4 personnes qui étaient devant lui, et les 4 ont passé par le même, il bloquait avec son bouclier, puis il poussait, puis il y avait un petit trou, puis il tombait dedans, mais c'est parce que tu te dis, ok, tu sais, il va, non, il sort vainqueur, là. C'est possible de le faire. Ce que j'ai trouvé étrange, puis là, c'est sûr que le jeu, là, en alpha, les gens le découvrent tout en même temps, donc c'est sûr que c'est un peu spécial. J'ai trouvé que l'ordinateur, pour se battre contre un héros qui est géré par l'ordinateur, était plus challengeant qu'un vrai joueur régulier. C'est ce que j'ai trouvé, parce que je sais pas pourquoi exactement, on aurait dit que vraiment
la force du jeu là était très très élevée parce qu'il y avait pas de possibilité de choisir là, entre difficile, facile ou autre. T'aimes tous les contraires, t'aimes tous toujours comme si tu joues contre les vrais gens, comme oh my god. Normalement, l'ordinateur est très très dans le fond prévisible. Là, c'était pas le cas pantoute. Là. Oh, c'est le fun de pouvoir développer un IA qui permet de faire en sorte que l'ordinateur est suffisamment créatif pour te donner un challenge constant, puis tu puisses pas adopter un pattern rapidement pour être capable de le vaincre de façon régulière. Peut-être qu'il y en a, ou qu'il y en aura éventuellement, mais pour l'instant, en tout cas moi j'en ai pas trouvé, puis je suis mauvais dans ce genre de jeu-là, fait que c'est ça, faut pas se fier sur moi non plus trop par rapport à ça. Là. Mais si dans un alpha c'est quelque chose qui est notable, c'est quand même un bon signe pour le futur du jeu. Là. Très clairement, il y aura un bêta qui s'en vient, donc la date est pas encore annoncée, mais entre aujourd'hui puis la sortie du jeu, il y aura dans le fond un comme deuxième alpha, si vous voulez, là, qu'on va appeler un bêta, qui lui va aussi peut-être présenter encore plus de mécanique du jeu et encore plus pousser les serveurs. Là. Donc ça va être gratuit. Allez vous inscrire simplement. Allez sur le site de Ubisoft Montréal. Allez vous inscrire. C'est la façon d'avoir une clé. Donc vous faites votre inscription. Vous dites exemple je suis sur PC, sur PS4 ou sur Xbox One. Et là vous êtes éligible là, à être tiré là, au niveau du tirage pour avoir ces fameuses clés-là. Quand on vous donne une clé, on vous en donne 3 autres à donner à vos amis pour que vous puissiez justement là, peut-être partager le bonheur. Oui. Ayez beaucoup d'amis, comme ça vous pourrez avoir des clés comme moi. Petite chose à préciser qui est bien importante, c'est que ce jeu-là, moi quand c'est sorti en 2015, là, j'étais vraiment sur un gros hype. Là, j'étais là, c'est sûr j'achète ça, en plus c'est Ubisoft, là, je capote. Quand j'ai vu au E3 dernier, donc en juin dernier, il y a juin 2016, des screenshots du jeu, il y avait eu une démonstration vraiment sur le stage là, et le jeu m'avait vraiment déçu. Il y avait beaucoup de glitch au niveau des animations. Donc, exemple, je sais pas, mettons, le Viking arrivait avec sa hache, frappait, puis là, tu voyais qu'il y avait un ajustement au niveau du graphique, là, et ça paraissait vraiment comme saccadé, non fluide. Ça, j'ai pas retrouvé ça. Ben, j'en ai retrouvé un petit peu, là, mais vraiment pas comme j'ai vu au E3. Donc, on dirait qu'il y a un gros travail qui a été fait sur la fluidité des gestes, des mécaniques et tout ça. Donc, ça m'a vraiment surpris, là. Si tu veux mon avis, je pense que c'est... on devrait, en tant que gamer, en tant que public, quand on voit des présentations comme ça, qui sont à 2 ans de la sortie du jeu, là, qu'il y a des glitches, là, c'est de se dire, waouh, ils nous montrent le vrai matériel. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Okay. Parce qu'ils vont travailler là-dessus, ça va devenir de plus en plus comme tight avec le temps. Alien Space Marines! Ben, c'est ça. C'est que souvent, ils nous donnent des bandes annonces puis des extraits du jeu à, mettons, 2-3 ans d'avance qui sont complètement erronés, qui marchent même pas avec le même moteur que le jeu, qui ont été créés expressément pour un démo. Là, au moins, si on voit des failles dans la version préliminaire du jeu qu'ils nous montrent, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'ils nous montrent vraiment le matériel puis la base. Donc, au lieu de le prendre négativement, je pense qu'on devrait tous, collectivement, en tant que gamer, s'il sort de quoi avec des failles, fait comme, OK, yes, ça, c'est le squelette de ce qu'on va avoir. Donc, voyons sur quoi on va bâtir. Au lieu de les forcer à faire des fausses, des faux démos trop léchés, trop parfaits, qui, au total, vont nous donner une déception une fois que le jeu va sortir. Un peu à la Watch Dog, là. Un peu à la Watch Dog. Puis, je suis obligé de le dire, à la No Man's Sky. Puis, je trouve ça décevant de le dire. Mais d'ailleurs, en parlant de jeux qui... mauvaise nouvelle, mauvaise peut-être pas, mauvaise parce que Last Guardian qui est encore repoussé jusqu'en décembre. Un autre qui a été repoussé aussi. J'étais content d'en parler quand il avait enfin annoncé une date puis il s'est repoussé encore. Mais j'aime autant qu'il le repousse jusqu'à ce qu'il soit prêt. Mais là, à un moment donné, ça commence à exagérer un peu. Les critiques que j'ai vues, parce qu'il y a quand même du monde qui ont joué, il y a un 18 minutes là, de gameplay qui est sorti sur Eurogamer aujourd'hui. Les critiques que j'ai vues des GN, ils disaient là, il y a un feeling quand même 2002 dans le sens. Ça fait combien de temps que ce jeu est en développement? Voilà, c'est ça. Fait 15 ans, genre. 15 ans. Puis tu sais, il disait, il y a des moments dans les menus, de la manière que les mécaniques de gameplay, on est comme rendu plus loin que ça dans les mêmes jeux qui sont comme... Les standards sont différents aujourd'hui. C'est ça. Ça fait pas 15 ans, ça fait tout après la sortie Shadow of the Colossus, dans le fond, qui avait commencé à 2004, 2005? C'est ça, fait peut-être proche d'une dizaine d'années. Ouais, quand même. 10 ans de jeux vidéo, c'est quand même... c'est énorme. C'est très, très long. On est à 4 ans d'un Duke Nukem Forever. Faut faire très attention. Vraiment. Pendant que tu parlais de report de jeu, il y en a un autre aussi, un notable, qui a été vraiment repoussé. C'est de Stick of... Non, pas de Stick of Truth, celui de... le Fractured Butthole. C'est ça, donc le jeu de South Park. Oui, effectivement. Donc, il était supposé sortir le 6 décembre. Il va sortir plus tard. Donc, on nous parle dans Q1 de 2017. Donc, ça veut dire les 3 premiers mois de 2017. Ça m'a vraiment, vraiment touché. J'ai presque pleuré, honnêtement, parce que je voyais déjà mon temps des fêtes. Ben oui, mon temps des fêtes, c'était ce jeu-là. Là. Tu t'étais-tu mindé à acheter le Santeux Vision?
Oui, bon, c'est ça. Il est pas encore disponible au public, hein, puis je pense pas qu'il le soit éventuellement, mais c'est possible. Ça s'appelle le Nosulus Rift. Ouais. Donc, c'est vraiment pour sentir les flatulences des joueurs pendant le jeu. Exclusif à ce jeu-là. Exclusif au jeu. Et à Ubisoft, c'est Ubisoft qui fait ça? C'est Ubisoft qui c'est le ça. développe. Au début, ça a commencé vraiment comme une joke, puis ça a été vraiment essayé dans certains festivals. Je peux pas dire exactement lesquels. Je pense le PAX. Ça a été présenté. Et il y a des gens qui ont pu l'essayer. Et vous savez, bien sûr, que les jeux de South Park sont beaucoup axés sur la flatulence. Sur l'humour défini de South Park. D'ailleurs, ne jamais péter sur les testicules d'une autre personne. C'est ce qu'on dit dans le jeu. Jamais. Très, très important. Donc, retenez ça, les geeks. Fart on someone's balls. Jamais. Mais Très important. j'ai peut-être moins de hype à propos du deuxième que du premier, parce que le premier, c'était Obsidian. Et Obsidian, pour les RPG, c'est vrai. J'ai pas d'inquiétude, jamais. Jamais d'inquiétude. Pour ce qui est de Ubisoft, ils ont encore tout approuvé dans le domaine des RPG, puis des jeux même qui sont un jeu plus léger, plus... j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont être capables de livrer dans ce contexte-là. Mais refaites... Vous ennuyez du jeu, là, refaites le premier, de Stick of Truth. Oui. Qui est, d'ailleurs, faites pas seulement le jeu, écoutez la saison qui était avant la 19. La 18e saison. 18. Écoutez les 3 ou 4 derniers épisodes de cette saison-là. Qui puis était lié après avec coup, le jeu, ouais. C'est ça. Et après coup, vraiment, là, jouer au jeu, vous allez voir, c'est juste hallucinant. C'est vraiment très bien fait. La transition est juste solide. Canon, là, puis tu sais, c'est oui. c'est Puis ça. si vous aimez l'univers de South Park, fiez-vous pas aux jeux que vous avez vus avant de South Park, exemple des Simpsons ou autres, qui étaient vraiment là de la merde, et je veux le dire comme ça. C'est celui-là est vraiment sur la coche. C'est vraiment un épisode. C'est comme un épisode dans lequel tu joues, là. C'est rien de moins. C'est un épisode constant. C'est très très bien fait. Là. Yes. Moi, je pense que j'ai hâte. Si c'est juste pour du nouveau matériel de Trey Parker Blackstone, le jeu pourrait être pas bon, là, juste tu me lis les lignes du jeu un par un avec leur voix, puis je serais satisfait. Tu sais, comme juste d'entendre les jokes puis d'entendre les voix. Mais ils sont bien partis, je pense, pour le deuxième. D'ailleurs, tu peux jouer un personnage féminin puis un personnage masculin. Donc déjà là, l'histoire va être influencée. Non, dans le premier, tu peux pas. Dans le développement du premier, il y avait rendu à peu près à moitié du développement. Ils ont dit crème, pourquoi on pourrait pas jouer une fille? Puis ils ont fait ils ont gardé l'idée pour le deuxième. Donc maintenant, c'est confirmé, tu peux le faire. Les mécaniques aussi de combat vont être un peu différentes. Le positionnement au niveau du combat va être important. Plus live action, j'ai l'impression que tu te déplaces plus. Peut-être pas live action, mais le positionnement par rapport à ton ennemi va être différent, va être important. Je sais pas comment ça va se. Un peu. C'est ce que j'ai comme un tactical RPG. C'est ce que j'ai compris. C'est qu'avant, tu étais vraiment, peu importe tu étais à l'endroit où tu étais, ça change absolument rien. Maintenant, ça va changer quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que ça va changer exactement. Puis moi, je suis pas un très très gros fan des RPG généralement quand il est pas déguisé justement là en joke. Là. Mais en tout cas, mais celui-là est très très efficace. Donc faites le premier, puis quand le deuxième sortira, ben au moins vous pourrez le faire. Mais malheureusement, c'est plate un peu que ça soit retardé parce que là, je sais plus quoi faire dans mon temps des fêtes. Skyrim. Ouais, c'est ça. Remasterisé, bien sûr. Remasterisé, bien sûr. Donc, on va y aller avec une petite pause. Oui, donc. Puis juste avant la pause, il y a une blague de geek qui m'est popée dans la tête. Let's go, j'ai hâte. Comment ça prend du super saiyan pour changer une ampoule? Ah, je l'ai vu tantôt, mais j'ai pas vu le punchline. Attends, est-ce que c'est over 9000? Non, combien ça prend de super saiyan pour changer une ampoule? J'ai aucune idée, franchement, Découvrez-le dans le prochain épisode de Dragon Ball Z. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Nous sommes de retour pour la troisième et dernière demi-heure de l'émission de cette semaine, samedi, le 17 septembre 2016, des Geeks contre-attaque. Fallait que je respire à un moment donné, moi. Donc, fallait, faut. Tiens, prends ton respire, là. Ça... Oui, ça, on fait du bien. Oh. Après Conan le barbare,
L'Arsenault. Ça perd de son charme légèrement là, quand Mikey. Elle manqué. T'avais vu ça laisse à faire. Ok, Nice. donc, Conan. Hey! Qu'est-ce que t'as vu et de quoi tu veux nous parler? J'ai tellement écouté l'affaire parce que la semaine passée, on en a pas parlé, puis la semaine d'avant, il y a pas d'émission. Fait que là, je back up, trop d'affaires à parler. On va y aller, il me reste une demi-heure. On va y aller allègrement. Oui. Premièrement que j'ai écouté la semaine passée. Mais je vais tout de suite en faire un petit croche dans ma nouvelle section Quoi de neuf sur Netflix. Oui. Anomalisa est sorti sur Netflix, donc allez-y, garochez-vous, c'est le temps. Si vous voulez faire une crise existentielle en regardant des marionnettes d'adultes dans la quarantaine détachées et esselées. Qui se ressemblent toutes. Oui, t'avais fait une critique de ce film-là, Oui, d'ailleurs. Vraiment, mais c'est de loin le meilleur film d'animation par stop motion pour adultes que je connaisse. C'est sorti quand exactement, initialement? En 2015. 2015, ok. Oui. Puis vraiment, c'est... Il avait été nominé aux Oscars, je pense. Oui, nomination aux Oscars, parce que on en oublie que c'est des marionnettes, là, tellement que c'est juste profond et puis humain comme récit. Là. Justement, il y a une scène, entre autres, que les personnages font l'amour. Je me sentais mal de regarder ça. J'étais comme d'autres, j'ai pas d'affaires dans la pièce, puis regarder ça, là, moi, là. Tu sais, c'était comme, ça montrait exactement de quoi ça a l'air deux personnes dans la quarantaine, dans un hôtel. Tu sais, il y a pas de... C'était... En tout cas, c'est très intime. C'est dépressif un peu comme sujet, très dépressif. Donc dans le fond, si vous vivez, mettons déjà quelque chose de difficile, écoutez pas ça. Non, écoutez ça plutôt, ça va vous rentrer, faut toucher le fond du baril, hein, tu sais, donc pour remonter là. Exactement. Non, vraiment, Anomalisa, allez voir ça. Yes. Donc, ensuite, j'ai écouté pas les bonnes affaires. Alright. On commençait par la moins bonne des affaires que j'ai écoutées. J'ai écouté le remake de Cabin Fever. Pourquoi t'as fait ça? Parce que Mikey, c'est mon devoir. Okay. C'est mon devoir. T'es très, très dévoué envers les gens. Parce que j'aime. Ouais, c'est ça, je comprends. Okay. Merci de le faire. Le Cabin Fever, c'est pas la fièvre des cabinets. Là. C'est pas une grippe qui s'est promenée à l'Assemblée nationale. Ça serait tellement awesome de voir une affaire de ministre grippé. Non. Parce que le film était pas très vieux. Non. Ça me semble c'est tôt pour un reboot. Ça a 10 ans, ce film-là. Et puis, donc, Cabin Fever, qui était un des premiers films réalisés par Eli Roth, qui était connu le plus après pour mais pour la série de films Hostel, mais aussi comme un des collaborateurs de longue date de Quentin Tarantino. Exactement, c'est le juif, l'ours juif. Ouais, le Bear Jew dans Inglourious Basterds. Exactement. Donc, un remake. Pas par lui. Je pense qu'il est producteur dessus, mais ça rentre vraiment dans la catégorie. Mais pourquoi? Why? Et pourquoi? Just why? Et pourquoi? Le remake est-tu moins bon que l'original? Ouais. mais ça arrive souvent parce que l'original était correct, tu sais, mais c'était vraiment pas un film qui avait lieu d'avoir un remake. Mais qu'est-ce qui fait que c'est moins bon? Qu'est-ce qui te... les acteurs étaient vraiment absolument ridiculement pas très bons. En plus, les personnages étaient vraiment bizarres. Et ça m'a tellement découragé que j'ai même pas voulu écouter le premier, comme juste sur le side pour voir les différences. J'ai comme non, fuck it. Donc, Cabin Fever, 1 sur whatever. Sur 100. Non, c'est pas un, parce que ça rentre même pas dans la catégorie des films plates, le fun, là, c'est juste un film plate. Ah, ben, je peux-tu rapidement me donner mon 1 sur 10? Ah oui, donc. J'ai toffé 20 minutes de ce film-là. Vous rappelez-vous du gars dans Sixth Sense, le petit jeune I See Dead People? Oui, bien sûr, oui. Bon, il a fait un film récemment. Plusieurs. Et là, il est rendu adulte. Et gros. Ça s'appelle Sex Ed. C'est un prof qui manque de job, qui s'en va enseigner dans une école. Il pense qu'il s'en va faire du FPS, mais finalement non, c'est de la detention. Et ça commence de même. Mais j'ai pas écouté le reste parce que le scénario, de la manière qui amène les trucs, ça m'a trop accroché. J'ai fermé ça. Puis je veux plus jamais voir lui, même quand il... Non. Harvey Joel Osment ressemble présentement
à un dirigeable qu'on traîne dans les parades de la vieille version d'Harvey Joel Osment. Oui! Mais ce qui est fou aussi, c'est que si tu prends comme... Mais il y a encore sa face de kid. C'est ça. Perdu à travers la masse auto. Il est si pire que spécial. ça. On dirait que quelqu'un a photoshopé sa face sur le corps de quelqu'un d'autre. OK. Tu te souviens-tu, genre, du gars qui explose dans Little Big Trouble? Oui. Bon, le gars qui est gros, là, c'est comme ça. C'est à ce point, là. Il a fallu une petite face. Sa face, là, ses yeux, son nez, sa bouche, là, pareil. Tu couperais collé, genre, sur sa face de kid. Pareil. C'est Tetsuo à la fin d'Akira. Yes! Quand tu fais... OK, bon. Bon, c'est ça. Bref, malgré sa masse lipideuse, c'est pas un très bon acteur, puis c'était pas un très bon réalisateur non plus, donc 1 sur 10 pour Sexed. Voilà, c'est fait. Schlack! Donc, yes. Maintenant que le pire est derrière nous. Ouais, on va monter un peu le niveau. Je me souviens plus si je vous en ai parlé sur les ondes, j'en parlais parce que je l'ai écouté au complet. C'est encore sur Netflix, c'est la série Aquarius. Avec David Duchovny. Oui. Ça traite de Manson, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas Marilyn Manson. Non, mais bien, pas le Marilyn, mais le Charlie Manson et sa famille Charlie. de hippies drogués. Ça se passe dans les années 70, c'est ça? Ouais, c'est ça, fin 60, ouais, en fait. okay. Ça commence en 68, puis ça se termine, je pense, en 71. Ça va se terminer, dans le fond, ça se termine le jour du meurtre là, de Sharon Tate, puis l'autre, qui était la femme de... Roman Polanski. Ouais, c'est assez sorti comme histoire. Donc, c'est ça, la série est quand même bonne. C'est un bon retour pour David Duchovny. Je l'avais quand même bien aimé dans Californication, mais il y a quelque chose qui me... Moi, je l'avais mis dans Zoolander quand tu faisais le gars avec les modèles de main. C'est clair. C'est vrai que c'était le modèle de main. Ah, il était très... Le fossoyeur, en plus. Ouais, c'est ça, il est dans le cimetière, puis il a sa main dans un rang de mais donc, je l'ai quand même beaucoup aimé là-dedans. Il fait un espèce de policier un vieux policier by the book, là, tu sais, mais ça clash beaucoup avec les hippies, tu sais, justement. Mais c'était un gars by the book, mais dans le fond, aux valeurs secrètement super progressives. C'est comme, mettons, lui, il a fait le Vietnam, donc, tu sais, les blacks, pour lui, c'est tous ses amis, mais malgré que tout le monde est des racistes et des misogynes autour de lui, tu fais comme, non, lui, il a comme des valeurs full... à 2016. Ce qui est correct, mais je trouve ça très drôle de comme, yeah right que t'aurais été cool de même avec ça. I want to believe. C'est ça. Il est sur Netflix aussi, cette série. La série sur Netflix. Oui, les 2 premières saisons sont sur Netflix. L'acteur qui fait Charles Manson est vraiment bon. Je sais pas d'où il sort, ce gars-là, mais il est vraiment, il a clairement l'espèce de charme, de charisme. Mais encore une fois, parce que moi, quand je regarde des affaires dans la main, je me dis toujours comme, à quel point moi, je serais parti vite de cette gang-là, c'est comme, mais c'est des manipulateurs quand même intensifs. Oui, mais c'est fou, là. C'est vraiment, c'est surprenant comment que ça marche bien, mais, tu sais, des fois, tu dis, quand un gars t'ordonne de faire 6 tapes d'acide, peut-être que c'est le temps que tu t'en ailles, à la maison. Ouais. Mais donc, bonne série, je la recommande quand même, au monde, là. C'est pas la série, là, qu'il faut voir, mais c'est une série intéressante. Combien d'épisodes? Il y a quand même beaucoup d'épisodes. Je pense 22 épisodes par saison, 2 saisons. Donc, c'est beaucoup. C'est quand même... Ça s'étire un peu quand même. Ouais. Ça s'écoute, c'est une série qui s'écoute un peu sur le side. OK, ouais, c'est ça. T'es pas obligé de le faire intensif, là, comme, justement, comme Narcos, exemple qu'on parlait tantôt. Exactement. Ouais, c'est ça. Hey, on y va en musique? Yes! On y va en musique. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et là, on continue notre boulevard nostalgie avec les geeks qui contre-attaquent. Je retourne dans l'album culte de Buckner et Garcia, l'album Pac-Man Fever, dans lequel ils ont repris 8 chansons sur 8 jeux de l'époque. Et on parle de 1983, mesdames et messieurs. Donc cette fois-ci, on va entendre le 2e single de l'album, qui avait eu un certain populaire outre-mer, un certain succès outre-mer, mais peut-être moins aux États-Unis. C'est Do de Donkey Kong. Donc c'est une tune sur le Donkey Kong original. Vous allez reconnaître les indices sonores. La danse, ça veut dire, c'est du Donkey Kong. Ouais, c'est ça. Il y avait une danse de Donkey Kong, avec les marteaux que tu sautes ou les barils que le feu. Penses-tu que les moustaches sautent, les gars? J'ai aucune idée. Wow. À l'époque que Mario s'appelait Jumpman. Ouais, c'est ça. Il s'appelait même pas Mario. Non, il s'appelait pas Mario encore. Ça, il était... Non, c'était avant ça. Donc, d'où le Donkey Kong de Buckner et Garcia. On fait un voyage dans le temps pour aucune autre raison que de vous faire subir ça. Et on vous revient tout de suite après au Geek contre-attaque.
feet on the ground. Climb up the ladder quickly and then spin yourself around. Open the umbrella up and answer the phone. You can do it with a partner, you can do it all alone. Scale up the wall, just how high can you go? You surely break her heart if you get too slow. Out up on your chest and take an elevator ride. You can get off at the top and then you look from side to side. Come on, come on, come on, come on, do the Donkey Kong, do the Donkey Kong. Come on, come on, come on, come on, do the Donkey Kong, do the Donkey Kong. Tiptoe through the tulips and then raise your hands up high. There's a fire down below and you don't wanna catch your side. Hide behind each other and don't even make a sound. You're in trouble now, take the elevator down. Jump over all the barrels and let out a little scream. Duck underneath the pie 'cause it's a coconut cream. You pick the hammer up and then you put the fire out. Now we think you know what Donkey Kong is all about. Come on, come on, come on, come on, come on, do the Donkey Kong. Come on and do the Donkey Kong. Come on, come on, come on, come on, come on, do the Donkey Kong. Do the Donkey Kong. Do the Donkey Kong. Hey, donc, on vient d'entendre Do de Donkey Kong de Buckner et Garcia. Donc, ça reste en tête, hein? Come on, do the Donkey Kong. Je vais la refaire juste la semaine prochaine, juste pour être redondant. Donc, non, je le ferai pas. Honnêtement, il y en a 8 à passer, 8 semaines. Je vous ferai pas subir une semaine de plus. Il y a Centipede qui s'en vient, il y a Defender, il y a Berserk, il y en a une couple d'autres, là, on va avoir du plaisir avec ça. Nice. Yes. Donc, bon. On poursuit avec des critiques de qualité douteuse de date. De qualité progressive. Moi, les gars, je sais pas si vous savez, mais moi, j'ai un amour profond pour les dessins animés, particulièrement les Looney Tunes. Je trouve que je pourrais vous écrire une thèse là-dessus sur comment ça a changé l'histoire du cinéma et du dessin animé. Oui. Les Looney Tunes, c'est important pour moi, c'est intemporel, il y a des idées là-dedans qui sont complètement géniales. Tu vas pas me parler de la déssacration qui a eu lieu sur Netflix récemment, là? Oui. Non. Pas Wabbit. Non. OK. Avant tout ça, non seulement ça a de l'importance, les Looney Tunes, mais est-ce que vous saviez qu'une partie de la culture populaire américaine, de leur... Comment on pourrait dire ça? De leur attitude de trash talker et d'être arrogant, toute la quête, il y a des thèses qui pensent que Bugs Bunny serait en partie responsable. Parce que de tous les personnages de dessins animés qu'il y avait à l'époque de jeunes, Bugs Bunny, c'est... Grosso modo, c'est pas quelqu'un d'agréable. C'est un baveux. Non, c'est un baveux. C'est un peu un qui la pète. Oui, tout à fait. Et que ça a été, dans le fond, inséré à l'intérieur du mind des jeunes de 5-6 ans à l'époque qui ont comme admiré un personnage qui était comme ça, puis ça s'est comme entré
dans la culture populaire tellement que les ouais. gens être comme ça, c'était correct. Alors que c'était peut-être pas la mentalité de l'époque avant. Mais ça, c'est encore là, c'était des spéculations des spéculations universitaires que Bugs Bunny, l'attitude de Bugs Bunny, ce serait comme étalé à toute la population pendant un certain nombre d'années, à une génération complète d'Américains, en fait, qui ont été exposés à ça. C'était probablement, tu sais quoi, un des seuls dessins animés vraiment accessibles à tout le monde à une certaine époque, là. C'est un humour qui, même s'il était très irrévérencieux, si tu vois ce qui se faisait autour, puis même encore aujourd'hui, a pas approché les niveaux racistes bizarres que Disney avait à l'époque, et trouvait le moyen d'être relativement grand public. Non, parce que Disney l'ont échappé des années 30, là. Mais les méthodes ont fait beaucoup de trucs pour propagande, que c'est comme, ouais, ok. Question propagande pro-américaine à l'époque de la Deuxième Guerre, ok. Ils en ont fait des vertes pis des pas mûres, mais c'est pas au niveau Disney. Disney, c'est spécial. On pourrait faire une émission juste là-dessus. Parce que Disney, c'est ça. Disney était comme, il y avait des accoquinances avec, c'est ça. Tandis que Looney Tunes, c'était vraiment plus comme, il y a pas un dessin animé avec Daffy Duck qui tue Hitler ou quelque chose du genre. Faut pas t'oublier que, mais c'est assez, faut pas que t'oublies que Walt Disney était, de façon très publiquement reconnu, un antisémite. Très clairement, très clairement. Donc, comme Henry Ford, d'ailleurs, tu mets de la même époque. Exactement. Alors que de l'autre côté, de Looney Tunes, qui était leur compétiteur, si on veut, était comme très anti-nazi dans leur message. Donc, t'avais vraiment comme un genre de rivalité entre les deux, puis leur message personnel, politique, passait à travers le matériel. On est ouais. Donc, faudrait faire un article juste là-dessus. Mais bon, sur Netflix, c'est sorti une nouvelle version des Looney Tunes. Ça s'appelle Wabbit. Wabbit. Bon, parce que, premièrement, là, c'est quelque chose que le personnage de Elmer Fudd n'a pas vraiment en français, là, mais il souffre d'un speech impediment. Il est pas capable de dire les R, il dit Wascally Wabbit. Après, il dit Rascally Rabbit. Ouais, c'est ça. Mais ça, en français, il fait pas, mais c'est pas grave. Il parle bizarre. Oui, il parle bizarre. Donc écoutez-le en anglais. Mais en français, ils sont bons aussi. C'est pas grave. Donc, Wabbit, c'est quoi? C'est un remaniement des histoires classiques, si on veut, mais qui sont pas du tout des histoires classiques, qui sont juste plus des mauvaises idées par des scénaristes pas du tout inspirés par le jeu original. On voit des scènes assez normales là, de Elmer Fudd qui c'est Elmer non, il y a le voleur là, celui-là qui a Yosemite Sam qui veut voler des trucs, puis évidemment, il se croise à Box qui fait toujours ruiner ses plans, mais ça fait comme un petit bout que je les ai écoutés, là. J'ai comme plus de souvenirs de ce qui se passe dedans, mais le premier épisode, c'est 3 courtes histoires. J'imagine que le format est le même pour tous les épisodes. C'est Bugs Bunny qui est en maître bouddhiste qui dit à Yosemite Sam, veux-tu le plus grand trésor que t'as jamais eu de ta vie? Le Yosemite Sam, empreint d'avarice, se met à faire les 4 volontés de Bugs Bunny pour finalement se faire dire que le trésor est en dedans de toi. Et c'est fini comme ça. WTF, c'est ça qu'il faut dire, WTF. C'est sans inspiration. Il y a même pas un centième du génie qu'il y avait quand c'était Chuck White ou quand c'était les autres qui faisaient l'écriture. C'est vraiment pas là. Si vous voulez voir un revival des Looney Tunes, allez pas sur Netflix avec la nouvelle série. Allez écouter les Tiny Toons si vous l'avez pas déjà fait. C'était écœurant, ça l'est encore. Ben, il y a eu une série qui était comme... Les Animaniacs. Non, il y a une série dans les années 2010, là, qui 2010? Était Looney Tunes, mais comme ils vivaient dans un appartement. Il me semble que celle-là, c'était pas si pire. C'était en 2. Mais, je sais pas écouter. Donc, on va continuer, il reste pas beaucoup de temps. Ouais. J'ai écouté de quoi de vraiment, vraiment super cool, que je pensais pas que j'allais aimer, mais que finalement j'ai écouté 2 fois, puis que je vais encore sûrement écouter une 3e fois. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Out of the Shadows. Les gars, c'est comme le cartoon. C'était comme le cartoon. J'écoutais ça, je me disais, yo, mon bol de céréales, puis on est dessus samedi matin. Donc, il est beaucoup moins décevant que le premier. Écoute, s'il avait sorti juste le 2 de suite, là, le monde aurait fait comme, oui, ok, bravo, let's go. On en veut d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que moi, j'ai vu le premier, là, puis j'ai vomi du sang. Le premier est trop sérieux. Premièrement, là, le premier, il n'y a pas du tout le niveau d'humour que celui-là il y a. Explique-moi quelque chose. Pourquoi Donatello, il est de même? Pourquoi il est comme ça? Moi, c'est ça qui m'a tué. C'était un nerd déjà dans les séries, là, mais c'est juste que là, tu sais. Il a exagéré un peu, là. Ouais, ben là, je te dirais qu'il est pas moins nerd, mais ça passe mieux. Puis pourquoi l'histoire de Splinter est différente? Ah, c'est une nouvelle version. Une nouvelle version. Mon problème n'était pas avec l'histoire en tant que telle, c'était plus avec la façon qu'il traitait le matériel, avec un genre de sérieux mal placé. Ouais. Alors que le premier film, aussi était sérieux. Vraiment. Vous vous souvenez? Mais le ton était comme suivait avec le script, avec ce qu'il voulait faire avec. Il y avait beaucoup d'humour quand même. Mais le nouveau,
je trouvais que Donatello, je l'avais dit dans ma critique initiale, que c'était une insulte aux geeks. C'était ce que les producers à Hollywood pensent qu'un nerd est en 2015, alors que c'est la version des années 80, c'est comme nous cracher dans la face. C'est clairement ça. Mais je te dirais que là, c'est comme encore ça. Ouais. Mais c'est parce que là, en contraste avec les autres, ça fait mieux. Dans le sens que, moi, si tu me mets, mettons, un nerd, mais à côté, tu mets comme le gars que c'est le muscle, à côté, le gars que c'est le funny guy, à côté, le gars que c'est le leader, puis qu'ils vont toujours dans leur direction. Parce que l'interaction de tes personnages était bonne dans le premier film. Mais là, t'es encore meilleur. Ça, c'était encore, il avait gardé au moins la chimie entre les personnages, puis la façon qu'ils interagissent entre eux autres. Plus. Là, c'est tout le long, on a bien plus. Tu sais, comme, le film est un petit peu plat quand il y a des humains. Quand les Turtles puis Bebop et Rocksteady sont là, c'est tellement le fun. Bebop et Rocksteady, oh my god. Pareil qu'il y en a un BD. C'est vrai? Ah oui. Puis ils trippent, eux, à se faire transformer. Ils se font transformer, là, puis comme, oh my god, je suis un rhinocéros, ouais! Puis ils rentrent dans le mur, tu sais, puis ils se tapent sa bedaine, my man. C'est magnifiquement comme dans les BD, comme dans les BD des années 90. C'est sûr qu'il y a le monde qui ont pas connu des cartoons, vont peut-être pas trouver ça le fun. Mais, tu sais, l'humour est là. Michelangelo m'a fait rire de bon cœur plusieurs fois, juste avec sa face. Leurs visages sont beaucoup plus, émotifs, si on veut. Ils ont beaucoup plus l'air des humains. Donc, l'émotion passe mieux. Yes. Vraiment, là, tu sais, c'est niaiseux comme film, mais maudit que j'ai eu du fun. Sur 10? Tu me le vends. Un 7.5 points de pizza sur 10. Je le réécouterais un peu n'importe quand. Là. Bon, on se tape ça, puis on vous en donne des nouvelles. Donc, hey, merci Conan. Ça me fait plaisir. Merci Stéphane. Yes, merci encore. Merci à Mikey Boy. Ben, merci Eric. Suivez-nous sur YouTube et Facebook et etc. Le SoundCloud également, Twitter. Et continuez d'écouter CKRL parce que Jacques Boivin s'en vient avec écoutedon.ca. Yes. Donc, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1